Salut. Cette fois-ci, on a rendez-vous avec les rescapés de Courrières de la catastrophe de 1906. Et ça se passe en Hauts-de-France, dans le Pas-de-Calais, à Billy-Montigny. Il y a un événement de notre patrimoine historique dont j'ai longtemps hésité à vous parler. Mais étant donné que ça s'est passé juste à côté de chez moi, je me devais bien de vous faire un petit quelque chose sur le sujet. Enfin, un petit quelque chose sur une affaire pareille, ça n'a pas été évident. C'est un fait dont on ne parle pas assez et qui a changé bien des choses dans le monde du travail. On voit plein d'émissions à la télévision sur le naufrage du Titanic et autres catastrophes, mais jamais ou presque sur celle dont nous allons parler dans cette vidéo. Malgré que cette histoire est en train de tomber aux oublis, elle est tout de même connue dans le monde entier. La catastrophe de Courrières de 1906. Cette sombre et triste affaire a déjà été plusieurs fois analysée sur YouTube et pas mal d'autres sites internet. Je ne vais pas réitérer ce qu'ont fait les autres. Je vais essayer d'être original et de mettre en valeur certains aspects de cette série de péripéties. On va d'abord détailler deux choses qui ont rendu l'accident possible et même imminent, c'est-à-dire les gaz qui ont explosé et le non-respect des règles de sécurité, toujours au nom de la rentabilité. Et ensuite, nous allons mettre l'accent sur le périple des 13, ou plutôt des 14 rescapés qui ont été emmurés dans cette mine pendant 21 jours. Ce qu'ils ont pu ressentir, comment ils l'ont vécu, comment ils ont survécu, ce que leurs instincts de survie les a poussés à faire et comment il les a maintenus en vie. Tout ceci a fait l'objet d'un assez long travail de recherche. Et malgré ça, je suis certainement passé à côté de certaines choses. J'espère que vous apprécierez la façon dont je vous ai retracé cette histoire, l'histoire de ces gens qui se sont retrouvés piégés, emmurés par 300 mètres de fond, dans des galeries où règne une obscurité totale. Et pour retracer cette histoire du mieux que je pouvais, j'ai même commandé un petit journal d'époque, justement nommé le Petit Journal, dans lequel j'ai pu recueillir quelques éléments que vous ne trouverez pas facilement sur la toile. Mais avant de commencer, il va falloir planter le décor, faire un petit topo géographique des fosses concernées. Alors c'est parti, topo. Le fait que la catastrophe de Courrières se passe principalement dans la fosse de Billy-Montigny mérite une petite explication. Le bassin minier du Pas-de-Calais est divisé en plusieurs concessions minières. La catastrophe de Courrières a bien eu lieu dans la concession de Courrières, mais ni dans sa fosse, ni dans sa ville, mais 5 km plus bas, dans les fosses de Méricourt, Salomine et Billy-Montigny. La toute première et la plus ancienne des fosses de la concession de Courrières se situait à Courrières. Il s'agissait de la fosse numéro 1 que l'on nommait Poussière. Avec un nom pareil, on devine facilement la qualité du charbon qu'elle contenait. L'exploitation de la fosse numéro 1 de Courrières démarre en 1851, mais son exploitation n'est pas très avantageuse et la houille y est infestée de grisou. Donc la compagnie des mines de Courrières commence une deuxième fosse à Billy-Montigny en 1854. La fosse 1 est donc petit à petit fermée et sert progressivement de puits d'aérage et de recherche. Cette fosse ferme définitivement en 1914. Aujourd'hui, toutes ces installations sont détruites, à l'exception de cet atelier qui de nos jours est reconverti en restaurant. Aujourd'hui, l'entrée des puits est sécurisée par des plaques de fonte et numérotée sur des plaques de bronze. Elles sont équipées d'un tuyau qui évite l'accumulation des gaz au fond. Il s'agit d'un exutoire à grisou. Si vous habitez le coin, vous avez certainement deviné où se situe cette fosse. Ça y est, vous avez reconnu ? Le puits bouché est donc visible juste à côté de Courrières, là où se situait la fosse 1. Sur cette ancienne carte des années 50, on voit l'emplacement de l'ancienne fosse, la Poussière. On la voit ici en vue aérienne, avec le centre commercial juste à côté. Et enfin, une carte actuelle sur laquelle est toujours annoté le lieu-dit Poussière. Il y a donc la fosse 1, la fosse 2 de Billy-Montigny, d'où sont remontés les survivants de la catastrophe, nos fameux rescapés. J'ai trouvé le puits 2 et son bâtiment. Je voulais donc vous le montrer. Mais au passage, saluons nos élus et les habitants de la région pour le respect et les moyens mis en œuvre pour garder dans cet état irréprochable de propreté et de conservation le bâtiment de la fosse 2 et son puits légendaire. Ceci reflète bien l'état d'esprit de la nouvelle génération. Petits-fils et arrière-petits-fils de mineurs, piétinant leurs aïeuls. Chapeau et merci.
Donc, concerné par la catastrophe, il y avait la fosse 2 de Billy-Montigny, 1 kilomètre plus bas la fosse 10-20 qui a servi d'accès au secours, la fosse 3 de Méricourt, dont le puits est toujours visible également, de l'autre côté de la route, 30 mètres plus loin, le puits numéro 15, que l'on appelle puits secondaire. Et enfin, le 4-11 de Salomine, dont j'ai trouvé l'emplacement ici dans une petite cité qui est le plus à l'ouest des puits affectés par l'explosion. Personnellement, je suis passé des centaines de fois à côté de ces endroits, sans même savoir que c'était des anciennes fosses qui étaient bouchées. Ici, nous sommes entre le 2-10 et le 3-11. Ici, nous sommes sur la fosse commune appelée le silo. Ici, repose le corps de tous ceux qui n'ont pas pu être identifiés. Ce monument a été érigé pour leur rendre hommage. Ici, vous avez un second monument en hommage à la catastrophe de Fouquières. Entre celle de Courrières, celle de Fouquières et celle de Liévin, on va pas se mentir, des catastrophes, on en a eu quelques-unes. En 2006, pour le 100e anniversaire de la catastrophe de Courrières, eut lieu l'inauguration de cette nécropole et du chemin des rescapés. Je vais pas taper un coup de gueule, ça a déjà été fait par beaucoup de monde, mais l'état dans lequel tout a été laissé depuis ces nombreuses années traduit bien l'état d'esprit de nos élus et le respect de la mémoire que l'on peut avoir ici dans la région pour nos ancêtres. Parlons du grisou. Le grisou est en fait tout simplement du méthane. Il s'est formé lors de la décomposition des végétaux qui ont formé la houille, c'est-à-dire le charbon. Il est resté enfermé dans les porosités et les fissures du charbon jusqu'à ce qu'on vienne le fracturer, c'est-à-dire jusqu'à l'extraction du charbon par les mines. Lorsqu'il est libéré, il forme des poches et des nappes qui s'accumulent dans les galeries. Ce méthane est donc naturellement présent dans toutes les fosses. Ce n'est donc pas sa présence, mais sa teneur qui va déterminer son explosivité et son inflammabilité. Celle-ci se situe aux alentours de 15%. Rappelez-vous, même du butane dans une pièce, s'il y en a trop ou trop peu, vous aurez beau craquer une allumette, rien ne se passera. C'est donc le subtil mélange d'oxygène et de gaz qui est inflammable. Le grisou est traître, invisible, inodore. On devait emmener des oiseaux type canari au fond de la mine. Lorsque l'oiseau s'évanouissait, il valait mieux quitter les lieux. Cela voulait dire que la teneur en gaz devenait trop élevée. Sinon, il y avait aussi la flamme des lampes qui vacillait comme avertissement. Mais sur des lampes à flamme nue, l'avertissement était bien trop tardif. Le grisou n'est pas le seul tueur de masse au fond des mines. Un autre gaz bien plus meurtrier, le poussier, est un mélange d'air et de très fines poussières de houille qui a fait de très nombreuses victimes sous terre en s'enflammant. Et à la surface, elle finit par user les voies respiratoires de nos aïeuls, de nos ancêtres, avec cette maladie appelée la silicose. Le deuxième facteur qui a engendré la catastrophe de Courrières est à la fois simple et inacceptable. Avant le charbon, c'est le bois et le charbon de bois qui étaient utilisés pour tout. Le chauffage, les forges, la fabrication du verre, et sans compter que le bois a toujours eu d'autres utilités que d'être brûlé. À l'époque, on peut même dire qu'en France, nos forêts vont mal, bien plus mal qu'aujourd'hui. Nous sommes même très loin des 25% de forêts actuelles qui couvrent notre territoire. Paradoxalement, d'un certain point de vue, c'est donc le charbon qui a sauvé nos forêts. Paradoxe, parce qu'aujourd'hui, c'est le fait de brûler trop de charbon qui provoque des pluies acides qui détruit nos forêts. Bref, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique sont en plein essor industriel, et ça, grâce au charbon. Les industries se développent avec le procédé de James Watt. Même les machines d'extraction et de transport du charbon sont alimentées au charbon. Or noir des années 1900. Il est devenu le sang de l'économie. Et vous savez très bien ce que c'est. Rien ne doit pouvoir arrêter la machine à bénéfice. Et vous devez savoir aussi que le pognon monte à la tête. Et qu'il rend crédules les esprits les plus sains. Alors ai-je besoin de vous expliquer la différence entre ces deux mondes? Ces riches possesseurs de concessions minières, déjà issus de milieux bourgeois. Et le monde du mineur prolétaire, descendu au fond pour gagner son pain, par une harassante besogne. Les lampes des mineurs faisaient également objet de manquements graves à la sécurité. Il était fortement conseillé de descendre dans la mine avec des lampes de sûreté. Ces lampes étaient équipées d'un double grillage qui empêchait la flamme d'en sortir et qui ne pouvait donc pas enflammer du grisou ou d'autres atmosphères inflammables. Cependant,
Beaucoup de mineurs descendaient encore avec des lampes à flammes nues. Et d'après les enquêtes, c'est ce genre de lampe qui aurait déclenché la catastrophe. Il va être temps de passer au vrai sujet de notre histoire. Vous connaissez l'histoire des survivants, celle avec l'avion qui s'est crashé dans les Andes? Sincèrement, je me demande si j'aurais pas préféré être dans les Andes que par 300 mètres de fond avec les rescapés de Courrières. Il est temps de vous raconter le périple des 14 rescapés dans un historique de la catastrophe. La catastrophe a lieu le 10 mars. Nous allons démarrer l'histoire 3 jours avant, afin que tout le monde comprenne bien le contexte. Le 7 au soir, un feu se déclare dans une galerie de la veine Cécile. Mais un incendie de houille peut brûler longtemps, très longtemps sous terre. C'est un palefrenier qui déclare le feu et qui donne l'alerte en allant remettre son cheval à l'écurie. L'aérage des puits est déclaré défectueux. On comble les galeries de terre et de roches pour contenir l'incendie. Le feu couve donc, et les mineurs commencent à rechigner à descendre. Le contexte est tendu, et des grèves se préparent déjà. Mais la hiérarchie les oblige à descendre, brandissant le fait que leur sécurité n'est pas mise à mal. De plus, selon eux, les fosses de Courrières ne sont pas grisouteuses. Un jour plus tard, le 9, les mineurs s'insurgent de plus en plus. Et le feu qui couve dans les galeries alimente l'animosité des syndicats. Camarades, si le feu de la Caroline devait se propager, ce serait la catastrophe. En ma qualité de délégué mineur à la sécurité, je vous invite à ne pas descendre. Tant pis pour les dégâts. Les vies humaines passent à bord. Certains ingénieurs et délégués réclamaient l'arrosage des galeries pour faire tomber le poussier, ce fameux gaz composé d'air et de fine poussière. Vu les conditions de travail, la grève germe. Mais le contexte d'autorité et de pauvreté force à descendre les mineurs. M'a-t-on dit, les gueules noires ont été habitués à obéir. Le 10 à 5 h du matin, tout le monde ou presque descend dans la fosse. La soupape de ras-le-bol est prête à péter, mais 1700 mineurs descendent quand même au travail, n'ayant aucune autre alternative pour nourrir leur famille. À 6 h 34 du matin, dans les corons des villes alentours, on ressent une secousse, comme un léger séisme. Une immense explosion vient de souffler les toits des bâtiments des fosses. Au contact de la flamme nue d'une lampe, une poche de grisou vient d'exploser. Elle soulève une quantité suffisante de poussière pour créer un poussier qui s'embrase à son tour. Un torrent de feu déferle dans 110 km de galerie, à plus de 1000 km/h, tuant instantanément en moins de 2 minutes des centaines de mineurs. D'autres sont victimes des éboulements des galeries, et encore d'autres sont écrasés par l'onde de choc et du coup de pression que l'explosion a généré. Pour ceux qui sont épargnés, ils meurent asphyxiés, le feu ayant dépourvu l'air de son oxygène. À la surface, les secours s'organisent, mais le gaz a envahi le puits d'eau. Toute descente est donc impossible. En quelques heures, tous les mineurs vivants sont sortis et on ne remonte plus que des corps. Des corps atrocement mutilés. Tellement mutilés qu'on tente de les enterrer avant que les familles ne les voient. Parmi les secours, on compte déjà 16 morts. Les épouses, les familles, les amis, environ 10 000 personnes se massent à la grille des fosses, notamment la fosse de Abilly-Montigny. Et oui, les grilles des fosses sont fermées par mesure de sécurité, parce que quand on veut, on sait faire dans la sécurité dans les compagnies minières. Pierre Simon, dit Rick, le fameux syndicaliste, tente un sauvetage par le puits numéro 3 avec quelques-uns de ses collègues. Ils parviennent à sauver 17 personnes. Le 12 mars, l'arrivée de quelques pompiers allemands, équipés de masques respiratoires, redonne un peu d'espoir. Mais il ne remonte que des corps. Des corps qu'il faut asperger de désinfectants et enterrer au plus vite, car on craint l'épidémie. Pour les compagnies minières, l'objectif est clair. Il faut déblayer, reboucher et relancer l'exploitation. Et même que la veille, on pensait déjà à abandonner les recherches et à reboucher le puits 3. La compagnie des mines de Courrières déclare donc que tous ceux qui ont pu être sauvés l'ont été. Disons que ça les arrangerait bien, mais en vérité, il y a encore des personnes là-dessous, nos fameux survivants. Ils sont séparés en 2 groupes. Un groupe de 10 personnes a survécu dans une galerie de la veine Joséphine, mais 5 d'entre eux moururent asphyxiés. Côté veine Joséphine, il nous reste donc 5 personnes. Et ces 5 miraculés restants étaient Léon Boursier, 19 ans, Henri Nény, 39 ans, Henri Wattier, 27 ans, Victor Martin, 14 ans, et Anselme Pruvot, 15 ans. Un second groupe survécut dans la veine Adélaïde. Et il était composé de Charles Pruvot,
père de Anselme Pruvot, de l'autre groupe, Louis Castel, 22 ans, Honoré Couplet, 20 ans, César Danglot, 27, Albert Dubois, 17, Élie Lefebvre, 38 ans, Léon Van Oudenhoven, 18 ans, Romain Noiret, 33 ans. Les survivants laissèrent pour mort un de leurs camarades, Pierre-Auguste Berton. C'est le fameux 14e survivant. Nos deux groupes de survivants, chacun de leur côté, tentent de déblayer des galeries pour sortir vers Sallaumines. Et certains d'entre eux tapent avec une pierre ou un outil pour faire du bruit et être entendus par des éventuels secours. Le lendemain, le 13, c'est une journée mémorable. Une puissante tempête de neige sévit sur la région. Et c'est ce jour que des obsèques sont organisées pour bon nombre des victimes de la catastrophe. On érige des chapelles ardentes sur le carreau de fosse, et durant les obsèques, les dirigeants de la compagnie sont conspués, chassés du cimetière. Pendant ce temps, au fond, nos 13 survivants commencent à avoir faim. Ils ont fini par manger le briquet, c'est-à-dire le casse-croûte de leurs camarades, décédés, qu'ils rencontrent ça et là dans des galeries. La faim n'est pas leur seul souci, car le problème de la disponibilité en eau potable pointe le bout de son nez. Et dans peu de temps, ils n'auront plus rien à boire, et boiront leur urine ou mourront déshydratés. Mais ils ne perdent pas le moral. Ils recherchent toujours un passage vers la surface dans ce labyrinthe de galeries. Les anciens rassurent les plus jeunes, et ont foi en les secours qui finiraient par les trouver et les sauver. Le 14 mars, à la surface, la direction de la mine veut déjà chasser les veuves des corons. C'est Émile Basely, grande figure de la lutte ouvrière de l'époque, qui s'y oppose. Chasser les veuves des corons, 4 jours après l'explosion. Surtout que certaines ne sont pas vraiment veuves, puisqu'il pourrait y avoir encore au fond de cette mine des survivants. Pendant ce temps, nos survivants évoluent dans l'obscurité, car ils ont épuisé l'huile de leur lampe. Il ne leur reste plus que quelques allumettes, qu'ils craquent en cas de nécessité. Par exemple, pour regarder l'heure sur la montre de Nenny, qui d'ailleurs au passage tourne trop vite, mais ça nos survivants ne le savent pas. Rien ne les aide décidément à avoir une bonne notion du temps. Chacune de leurs tentatives de remonter au jour se solde par un échec. Galerie éboulée, obstruée, cul-de-sac, la lassitude et le découragement les gagnent. La soif, la faim commencent à peser lourdement sur leur mental. Pierre-Auguste Berton, leur camarade esselé, et laissé pour mort, reprend connaissance. À son réveil, selon lui, il était plutôt confiant. Le 15, 6e jour après la catastrophe. Étant donné le danger encouru par les sauveteurs, les recherches sont définitivement abandonnées. On bouche les galeries pour étouffer l'incendie en veine Cécile, car ce dernier sévit toujours. Depuis environ 24 heures qu'il est réveillé, Pierre-Auguste Berton commence à perdre quand même espoir. Il n'était pas vraiment plus mal loti que les autres. Il avait la même nourriture avariée des briquets de ses camarades morts et l'eau boueuse qui suintait d'un rocher. Mais son autre problème, c'est qu'il était seul. Et rien que pour ça, j'aurais encore moins voulu être à sa place. Le 16 mars, les sapeurs-pompiers de Paris, les sauveteurs allemands et tout un petit monde apte à descendre sont mis à contribution. Parce qu'il faut remonter les cadavres, sinon personne ne voudra descendre retravailler. Enfin des cadavres. Ce qu'il en reste. En plus, il faut sécuriser les fosses en obturant, en boisant, remettre en marche l'aérage pour enfin relancer l'exploitation. Car pour les bourgeois qui dirigent les houillères, c'est ça qui compte. L'argent des actionnaires et les bénéfices. Pendant ce temps, nos survivants épuisent les gourdes, appelées boutelots, et les briquets de leurs camarades décédés. Et ils cherchent aussi des allumettes sur le corps des mêmes victimes. Nos survivants sont la majeure partie du temps dans l'obscurité la plus totale. Ils tâtonnent, et leurs mains touchent très souvent des corps sans vie. Parfois, au toucher, ils reconnaissent certains de leurs camarades. Et ils savent qu'ils avaient des allumettes sur eux. Effectivement, l'un d'entre eux avait des allumettes dans sa poche. Mais lorsqu'il passa à trépas, ce camarade avait uriné. Et les allumettes étaient donc mouillées, inutilisables. Nos amis ont essayé de se les partager et de les faire sécher chacun à leur façon. Dans une poche, sous leurs bras, partout où c'était à peu près sec et chaud. Certains se souviennent littéralement être en train de crever de faim lorsqu'ils tombent sur un seau d'avoine et des carottes dans une écurie. Il y avait aussi des écuries au fond des fosses, et les chevaux, une fois descendus, ne remontaient jamais de leur vie. L'autre groupe de survivants, celui de la veine Adélaïde, a établi une sorte de QG dans un cul-de-sac. Il y coule une source. Cette source n'est que temporaire, puisqu'elle s'arrête ensuite de couler. De plus, pour pouvoir explorer le plus loin possible dans les galeries et trouver une sortie, à un moment, ils seront obligés de quitter ce camp de fortune. Dans le groupe de la veine Adélaïde, où les survivants sont le plus nombreux,
Ils sont au nombre de 8. En errant dans les galeries, ils entendent un galop, puis un hennissement. C'est un cheval qu'ils connaissent. Écuyer. Le cheval vint vers le groupe, comme s'il demandait protection. Toujours dans l'obscurité, le petit groupe de personnes comprend que le cheval paraît joyeux d'entendre des hommes. Il le caresse. Pauvre bête, disent-ils, il est abandonné, comme nous. Mais cette sentimentalité ne dure pas très longtemps. Les hommes ont trop faim. La mort du cheval est donc très vite décidée. Il cherchait des amis et il est tombé sur des bourreaux. Mais c'est sur ce point qu'il faut relativiser un peu. Que serait-il advenu de lui s'il n'était pas tombé sur nos survivants? Eh bien, il serait mort de faim, de soif, dans la solitude et l'obscurité la plus totale, autant dire dans des souffrances bien plus atroces. C'est donc Honoré Couplet et César d'Anglô qui se chargèrent de l'exécution, à l'aide d'un pic, l'outil emblématique du mineur. Ils renversèrent une berline derrière le cheval et devant lui, afin qu'il ne puisse pas s'échapper. Et puis, avec cet outil du charbonneur, pointe en avant. Malheureusement, il fallut une bonne dizaine de coups pour atteindre le bon endroit de la tête. Une fois le pic planté dans sa tête, le cheval rugit de douleur. Il se rua et vraisemblablement s'abattit contre une berline. Il continue de gémir quelques secondes. Enfin, les hommes, affamés, s'approchèrent avec précaution. Au moment où ils entendirent son dernier souffle, le bruit de leur canif retentit dans la galerie. Cette viande, encore fumante de vie, était une véritable bénédiction, un festin. Il fallait en profiter. Il y avait de la réserve, mais elle ne conserverait pas. Le 17 mars, nos deux groupes de survivants, mis à part que l'un d'entre eux est plutôt rassasié, vont de mal en pis. Ils errent dans les galeries, mais il faut chercher un chemin vers la surface. Ils sont obligés de se contenter d'une eau boueuse, récupérée dans les goulottes des galeries, où suintent les cadavres. On ne sait plus très bien ce que l'on boit, mais paraît-il que ça rend fou, car nos survivants de la veine Joséphine font des crises de démence. Le 18. Cela fait déjà 9 jours que nos survivants sont prisonniers des souterrains. Il ne leur reste guère plus d'allumettes, et évoluent à tâtons dans le noir total. Ils ne peuvent même plus évaluer le temps qui passe. La notion de temps est totalement perdue. Sommes-nous le jour, sommes-nous la nuit? La folie gagne les esprits. Beaucoup sont incohérents dans leurs propos. Le 19 mars, Georges Clemenceau, si l'on peut dire Premier ministre de l'époque, ordonne la remontée des cadavres. Les sauveteurs dont nous parlions tout à l'heure, qui font office de ramasseurs de dépouilles, sont confrontés à des conditions lamentables. Équipés de gants et de masques imprégnés d'antiseptiques, ils aspergent les cadavres de chaux et les remontent directement dans des cercueils. Le 20 mars, il n'y a guère plus que l'instinct de survie pour maintenir debout nos hommes. Les deux groupes marchent, rampent, explorent, dans l'espoir d'une issue vers la surface, mais toujours sans succès. À la surface, la greffe s'étend. On manifeste dans les rues de Lens. Un gendarme se fait tuer. Brouchou, le meneur de la révolte, est emprisonné. Le contexte était déjà tendu avant, mais la catastrophe a fait exploser les colères. La France est fendue en deux, entre la bourgeoisie et le prolétariat. Une colonne d'eau est installée pour éteindre le feu au fond de la fosse. Ceci ressemble à un château d'eau. Il faut à tout prix relancer l'exploitation. Le 21 mars, rien de nouveau pour nous survivants, à part peut-être qu'en plus d'avoir de l'eau probablement pas potable, l'air est également vicié. Vicié par la décomposition des cadavres. Quand exténués, nos amis s'assoupissent, ils font d'horribles cauchemars, comme si leur vie n'en était déjà pas un. Certains rongent l'écorce des bois de soutènement, tellement ils ont faim. D'autres boivent déjà leur urine depuis un moment, car c'est la seule alternative pour ne pas mourir de soif. Lorsqu'ils sont éveillés, ils tâtonnent, étant dans le noir absolu, et leurs mains touchent des chairs en putréfaction de leurs camarades défunts. Ils vivent désormais dans un charnier, un cloaque. Le 22 mars. Ni montre, ni lumière, ni nourriture, ni boisson digne de ce nom. Juste de la viande de cheval pourrie et ses dangers d'empoisonnement. Nos survivants errent toujours par 300 mètres de fond, luttant contre la folie qui les guette. On ne sait plus trop si c'est le courage ou l'instinct qui les pousse à continuer à chercher une issue. À l'aveugle, au hasard. Puisqu'ils sont dans l'obscurité totale, n'ayant le choix que de se mouvoir ou de se laisser mourir. Mais cet instinct de survie, qui est en eux comme en nous, les empêche de se laisser aller à une mort certaine. Le 23, 24 et 25 mars, côté moral, nos survivants touchent certainement le fond. Ils sont convaincus que plus rien ne pourra les sauver et se demandent même ce qui les tient en vie. De son côté, Auguste Berton est toujours livré à l'errance solitaire. Alors lui, vraiment je me demande comment il a fait pour tenir le coup. Rampant dans les galeries éboulées, disputant sa pitance aux rongeurs, parfois éveillé,
parfois inconscients au gré des nappes de gaz. Vraiment, je n'aurais pas voulu être à la place des rescapés, mais encore moins à la place d'Auguste Berthaud. Seul, dans l'obscurité, sans nourriture, sans eau, ou juste l'humidité d'un rocher à téter. Seul, que pouvait-il bien lui passer par la tête? Pour tous nos rescapés, pendant ces jours, toujours les mêmes espérances illusoires, celle de trouver une sortie, et toujours les mêmes désespoirs, en arrivant devant un éboulis obstruant la galerie. Le 26 mars, d'instinct, certains continuent de taper avec un outil contre le bois, les ferrailles ou les parois des galeries. Mais ce jour-là, on leur répondit à des tâches supérieures. Ils croient rêver, puis ils croient à des sauveteurs. Mais il s'agit du deuxième groupe, le groupe de Wattier, celui de la veine Joséphine. Et ils s'appellent à travers les galeries. Ils se rapprochent. Puis, quand ils se rencontrent, ils s'appellent. Ils savent pas qui ils sont. Et deux hommes se reconnaissent à leur voix. Papa, ma garçon. Pour ceux qui ne sont pas du Nord, ça veut dire mon garçon. À 280 mètres sous terre, là où 15 jours auparavant les secours étaient venus, le père, Charles Pruvot, retrouve son fils, Anselme. Des larmes de joie coulent dans l'obscurité. Après ce moment de réjouissance, ils se partagèrent quelques morceaux de viande pourrie, celle du cheval. Fallait bien se faire une bouffe. Depuis près de 2 semaines qu'ils sont enfermés au fond de cette fosse. Ce dut être le seul moment de réconfort qu'ils ont eu. Le 27 mars. Voilà maintenant qu'ils sont 13. Et ils sont donc animés d'une nouvelle énergie, certainement celle de la dernière chance. Certains d'entre eux lèvent au hasard les mains au plafond de la galerie. Et ils sentent un tuyau. D'après leurs souvenirs ou leur instinct, on ne sait pas, il se trouverait en dessous de Fouquier-les-Lances. Et ce tuyau doit bien mener quelque part. Ils vont donc le suivre. De toute façon, ont-ils autre chose à tenter? Au bout d'environ 1 kilomètre, ils tombent sur une porte métallique. Le 28 mars, les grèves et mouvements contestataires à la surface ont relancé les recherches. Pour beaucoup, ce sont des mineurs bénévoles qui recherchent leurs camarades. La galerie Julie-Mathilde est réouverte, ce qui va ouvrir un passage du puits 3 vers le 2. Ceci va offrir une opportunité à nos emmurés vivants. Le 29 mars, on continue à remonter des morceaux de corps humains, brûlés, déchirés, embouillis. D'autres corps, bien conservés car juste asphyxiés. Puis, des troncs sans membres. Tout cela est bien pire qu'un charnier. D'après les témoignages des sauveteurs, la fosse est emplie d'une bouillie humaine, fétide. On ramasse les victimes à la pelle. Le 30 mars, le groupe des 13 se rapproche du puits 2, mètre par mètre, dans l'obscurité, dans les ténèbres. Henri Wattier relève Pruvot, fatigué de mener le groupe. De plus, Wattier semble connaître les lieux. Et après avoir parcouru des kilomètres dans l'obscurité, avoir vécu des péripéties innombrables et innommables, ils sentent de l'air frais sur leur visage et qui emplit leurs poumons. Oui, de l'air frais. C'est pas du luxe pour eux. L'aérage ayant été remis en route et inversé pour les secours. Enfin, ils distinguent une lumière, une lampe, puis des hommes, les secours. Et ils crient « Nous sommes les rescapés !» Le terme rescapé n'existait pas auparavant. Il provient de escapé, qui veut dire échapper, et rescapé, parce qu'ils ont échappé 2 fois à la mort. Une fois lors de l'explosion, et une deuxième fois pour avoir survécu emmuré pendant plus de 20 jours. Après cette histoire, le terme rescapé fut donc admis par l'Académie et ajouté au dictionnaire. Après être remontés, nos survivants pensaient être restés une quinzaine de jours prisonniers au fond de la fosse. Et ils découvrirent la réalité qui était de 20 jours. Et puis 4 jours plus tard, le dernier miracle. Auguste Berthaud sort de la fosse 4. Après 24 jours dans des conditions similaires à celles de ses camarades, à part qu'il était seul, à manger de la viande avariée, à boire de l'eau non potable, respirer de l'air vicié et à manger de la nourriture pourrie, il échappe à cette fosse, dévoreuse d'hommes, qui a tué 1099 de ses camarades. 1099. Certains disent plus, certains moins. Le naufrage du Titanic a occasionné un peu plus de 1500 morts. Rendons-nous compte à quel point ce sujet du Titanic est médiatisé comparé à la catastrophe de Courrières. En tout cas, s'il y a bien une similitude entre les deux, c'est que les victimes, dans ces deux histoires, étaient majoritairement des pauvres. Après cette catastrophe, pas mal de choses ont quand même changé dans le monde du travail. Question sécurité, dans les mines, les lampes de sûreté sont rendues obligatoires. Et les galeries sont arrosées d'eau pour faire tomber le poussier. Il était temps qu'on fasse passer en avant-plan la sécurité des hommes, avant celle du matériel et des bénéfices. Comme je disais tout à l'heure, le contexte était déjà très tendu avant la catastrophe. Autant de morts dans un accident pour des manquements à la sécurité dans le seul but de faire du profit avaient déjà mis le feu aux poudres.
Mais en plus, le fait que les compagnies aient abandonné et emmuré les survivants fut la cerise sur le gâteau, le clou du spectacle. Pour que les grèves s'arrêtent dans toute la France et que les gens se remettent au travail, on donna un jour de repos hebdomadaire à tous les ouvriers et même aux mineurs. Qu'un système de 3 fois 8 heures sera adopté. 8 heures de travail, 8 heures de repos, 8 heures de loisirs. Ça, c'était sur le papier, parce qu'il fallait quand même 10 heures de présence à la mine. Mais avant la catastrophe de Courrières, il n'était pas question de tout ça. Les hommes travaillaient 7 jours sur 7, plus de 10 heures par jour. Plus clairement, avant, même le dimanche, on bossait. Et on leur faisait miroiter une magnifique retraite auprès des leurs. Mais usés par le travail, malades de la silicose, il n'y avait qu'une très petite minorité qui pouvait en profiter. Alors à tous ceux qui se plaignent aujourd'hui que la vie est dure, que le travail c'est chiant, qu'on ne mange pas à sa faim, il serait peut-être bon parfois de relativiser. Ce n'est pas une leçon de morale, juste une remise en question. J'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à la prochaine. Du qui sont toutes chez compagnies et de mineurs qui allottent sous terre faire dur labeur au pic, à la Rivelaine, Rassaqué, Carbon à la Batache, au Herchache, du qui sont tous les mineurs du grand saccage.